Rebonjour, bienvenue sur une nouvelle double critique parce qu'on n'a pas le temps. Regardez, on a fait nos valises pour aller à Polymanga en Suisse, mais par contre dès ce matin, eh bien David a fait ce devoir. Il est allé voir Ready Player One parce que moi je l'ai vu hier et je n'ai pas bien aimé, mais toi t'as bien kiffé. J'ai bien apprécié, ouais. Et c'est pour ça qu'on va parler tout de suite de Pacific Rim 2. Pacific Rim 2, donc la suite du film de Guillermo del Toro qui pour moi avait déjà pas mal de soucis, mais pourtant qui allait sur beaucoup d'ingrédients dans la bonne direction. Matinée comme ça d'Evangelion, c'est le film de mecha d'ailleurs qu'on méritait presque et qu'on aurait voulu avoir il y a très longtemps. Et donc là sort un 2 qui a, voilà, on va d'abord, comme la dernière fois, passer d'abord en revue ce qu'on a bien kiffé dans le film. Donc première chose, le climax est vraiment sympathique, et l'un des trucs qui manquait, qui faisait défaut au premier, c'était le fait qu'ils cachaient un peu trop leurs robots, ils assumaient pas trop leur design, etc. C'est pour ça que c'était toujours de nuit en fait. Là, boum, des couleurs, des monstres un peu plus stylés qu'avant. Et vraiment en mode Monster Hunter en plus. Ouais, vraiment en mode Monster Hunter. Les robots sont toujours pas si ouf, mais ça on en reparlera. Ouais. Mais par contre, voilà, le film s'assume beaucoup plus en tant que film genre de mecha, etc. Genre, il a pas trop froid aux yeux. Il y a beaucoup de thunes qui passent dans ce climax, se fait attendre. La caméra est toujours un petit peu flottante, et même trop flottante, moi je trouve, notamment dans ce fameux truc à un moment. T'étais pas censé dire d'abord ce que tu kiffes. Ah mais oui, mais sauf que j'ai déjà fait le tour. Je vais dire moi ce que je kiffe. Moi ce que j'ai kiffé, c'est que j'ai trouvé justement que John Boyega passait très bien en tant que fils d'Idris Elba. C'est vrai que c'est un peu compliqué des fois de dire qu'un tel est le fils d'un tel, mais là je trouvais qu'il avait la même classe, même si le problème c'est qu'à la fin, à un moment il est habillé avec une veste militaire, j'avais dit mais c'est le film de Star Wars. Donc s'il continue à mettre des vestes militaires, on va toujours dire que c'est le gars de Star Wars. Moi je pense qu'ils auraient pu faire le film qu'avec la petite fille, hein, mais... Oui c'est vrai, ça aurait peut-être été intéressant. D'ailleurs, personnage super intéressant, cette petite fille. La petite fille. Qui en plus dès le départ tu te dis ah ouais, elle est toute seule dans un seul Jaeger. Donc du coup l'avantage c'est que tu te dis putain, ce système de 2 Jaeger, ça c'est quand même un peu deux pilotes un pour peu un Jaeger qui en plus genre sclérosait un peu le récit du 1, voilà. Même si c'était l'un des enjeux, là c'est plus vraiment un enjeu et pourtant c'est quand même... Mais il y a quand même ce personnage qui a son robot qu'on va appeler Metroid. Parce que, enfin Samus on devrait l'appeler. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de bien? Il y a vraiment une sensation, et ça c'est un truc que j'ai pas retrouvé dans beaucoup de films, c'est la sensation que la menace est globale. C'est-à-dire que vraiment à un moment ils sont en Australie, à un moment ils sont à Hong Kong, alors que tu regardes Justice League, oh là là, ils attaquent la Slovaquie. Bon, tu t'en branles, tu les laisses partir. On va en reparler. Ready Player One. Qu'est-ce qu'on n'a pas aimé dans Pacific Rim 2? Alors on voit bien, on est pressé. Hein. Alors ce que j'ai pas aimé dans Pacific Rim 2, c'est que encore une fois, les robots, quand t'es fan de robots géants comme moi, pour toi, les Jaeger c'est jamais rien que des Gundam de sous-zone. C'est-à-dire c'est les Gundam de fond c'est limite les méchants de Gundam, tu vois. Quand tu joues un Super Robot Tyson, les figurants dans Gundam, c'est les méchants. C'est pas le Gundam trop connu. C'est même le menu fretin dans Gundam. C'est ça. C'est-à-dire que c'est vraiment les mobs. C'est les mobs. Alors qu'ils auraient gagné à avoir à la hauteur des méchants, qui à un moment, bon, on spoil un peu, on va spoiler. Non. Il y a des méchants qui sont aussi classe, comme j'ai dit tout à l'heure, aussi classe que dans Monster Hunter, mais les Jaeger, ils ont toujours cette tête de maquette que tu achètes à Carrefour et que c'est pas Gundam mais c'est Bandai quand même. C'est-à-dire que il y a un savoir-faire, il y a des designs super cool, notamment un canon plastral. L'espèce de tourelle sur le bide, là, ça c'est marrant, ça c'est cool. Ça c'est bien fait, en fait, mais mécaniquement c'est bien pensé, et en termes de mise en scène aussi ça donne un truc assez cool. Par contre ils ont des sales gueules. Les designs sont moches. Ils ont des sales gueules, et c'est vrai que comme je t'avais dit, ta grand-mère elle rentre dans la salle, elle plisse les yeux ou elle regarde ça sur la télé, elle plisse les yeux, elle a l'impression que c'est Transformers 4. Tout à fait. C'est la même chose. Avec de la cataracte, ça passe pour Transformers. Sachant que là on ne vous parle que du climax parce que le film est hyper long, il est très poussif. Le climax se fait vachement attendre. Entre temps, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent. D'autant que il y a un moment qui te fait penser que, ok, le film a été écrit en 2015 et c'était trop tard. C'était trop tard pour changer. Et le problème, c'est que on est en 2018, les gars. Donc l'utilisation de certaines choses font que... Voilà. Là, tu fais référence au fait qu'il y a un mème internet très célèbre qui apparaît dans le truc et que, en fait... Genre il est montré mais en même temps il est pas assumé, ça coupe tout de suite mais le passage était pas assez long pour être drôle.
Et du coup, en termes de timing, ça fonctionne pas. Mais ça, je trouve que le film, justement, en fait, c'est sur toute la longueur, ça trahit quelque chose par rapport au film, c'est que l'identité du film n'est pas assumée. Voilà. C'est-à-dire que la menace est hyper globale, hyper tangible, hyper dure et tout. Et ça, ce qui est rare d'ailleurs de voir ça. La fin du monde fin du monde est imminente, etc. À un moment, j'ai eu un vrai coup de stress d'ailleurs. Mais alors que c'est le dernier espoir de l'humanité, les gosses font des fucks, c'est la fiesta, c'est les Tortues Ninja. Et du coup, à la fin, c'est encore moins. En fait, c'est simple. Le film Power Ranger est plus sérieux. En plus, ça menace au sérieux. Que la fin de Pacific Rim 2, même si j'ai bien plus aimé le climax, même si justement Power Ranger, le problème c'est que le climax était trop chiche, alors que je trouvais que les personnages étaient bien développés. Là, les personnages, c'est surtout la petite fille qui est intéressante, John Boyega. Il fait John Boyega, quoi. Non, il fait le sous Will Smith. Quand il fait style, je suis trop beau, je suis trop beau, c'est un truc et tout. Genre, ferme ta gueule, quoi. Oui, c'est clair. Genre, vraiment. Et du coup, il y a plein de trucs qui ne fonctionnent pas et le fait, tout le truc à la Evangelion, comme quoi il faut être, genre quand tu fusionnes avec un pilote, etc. Maintenant c'est bon, genre on teste, ça marche un petit peu, on n'a pas le temps, Alors que dans le 1, il y avait vraiment un vrai enjeu par rapport au fait qu'il fallait que tu sois compatible à 100%. Là, compatible à 45, allez c'est bon, on c'est bon, c'est clair, vas-y. Alors qu'avant c'était, oh mon dieu, on descend à 99, oh ça marche plus. C'est là que tu sens que l'idée de Guillermo del Toro à la base de faire conduire les grands mechas par deux personnages, surtout avec un système comme ça, c'était pas une bonne idée. En fait, ils sont plombés par ce truc-là, et c'est vrai que dans le film, il y a la piste pour qu'ils puissent s'affranchir de ce truc-là, qui n'est pas exploré, notamment avec la petite fille. Et c'est dommage. Et c'est vrai. Par contre, je dirais, je t'ai coupé en milieu, mais je dirais que en revanche, c'est peut-être ce qu'on aura de meilleur comme film de robots enfin limite comme film Gundam. C'est peut-être ce qu'on aura de meilleur en live action. Mais c'est vrai que, en fait, le film arrive à poser ses couilles là où il faut, quand il faut, sur la fin, pour te faire oublier un petit peu le bordel, parce que c'est vrai que c'était pas dégueulasse, même si je trouve que les combats de robots géants sont pas assez filmés à hauteur d'homme, et pour ça, je vous renvoie au final de Godzilla, du Godzilla de 2015, ou je sais plus, 2014 je crois. 2014, bref. Avec Bryan Cranston. Le Godzilla avec Bryan Cranston. Il y a un truc que ce film fait extrêmement bien en termes de bataille de monstres géants, c'est le fait de filmer ça à hauteur d'homme. T'as l'impression que la caméra, elle est, c'est pas, alors que c'est filmé à hauteur de robots dans Pacific Rim 2, comme si c'était les Transformers, alors que les Transformers, ça a du sens. D'autant qu'il y a un truc assez drôle, c'est que dans le premier, c'était en mode attention, faites attention de pas trop péter le machin. Limite, je disais à Benzaï durant le film, là si c'est ta partie de Into the Bridge. Ouais, Into the Bridge, c'est ça. Là, t'es mort, t'as totalement perdu parce que les gars ils viennent comme ça, ok, on va lui péter la gueule. Du coup, ils ont des gros sabres comme ça, ils les sortent et du coup ils détruisent, ils découpent des immeubles juste à côté. T'es comme ça, mais il y a des gens qui habitent là. C'est genre autant marcher directement sur les maisons. Mais oui, bien sûr. Arrivez, hein. Autant prendre un immeuble et le balancer dans la gueule des gars. Genre, ça c'est trop bizarre. D'ailleurs c'est ce qu'ils font. Hein. Oui voilà. D'ailleurs c'est ce qu'ils font. Du coup c'est vrai que ça. En fait, voilà, moi le problème que j'ai avec ce film, c'est un problème de ton. C'est-à-dire que le film ne sait pas si ça doit être la suite de Transformers ou des Tortues Ninja, qui sont débiles et neuneux, mais totalement assumés quand ils sortent. Et là, en fait, le truc ne s'assume pas parce qu'il essaie de te sortir du mélodramatique derrière, de reprendre un petit peu le côté. Et du coup, le côté, les mechas qui sont pas très très jolis, bah, c'était un petit peu caché dans le premier par l'espèce de, on va dire, de côté mesuré. Et l'un des trucs, voilà, en termes de ton, c'est surtout que dans le premier, il y avait donc Idris Elba qui jouait très sérieusement son rôle de mec qui porte le poids du monde sur les épaules, et ensuite il y avait les savants fous et Ron Perlman aussi qui faisaient un peu les personnages excentriques, un petit peu nanardesques, mais de vieux monstres, de vieux films de monstres. Là il y a quasiment personne qui est sérieux. Et là personne est sérieux. Les scientifiques. Il y a des personnages sérieux, mais les scientifiques, un peu goofy quoi. Les scientifiques dont le méchant, etc. Enfin bref, tout le monde, ça devient hyper bouffon très très vite. Oui, tout à fait. Et du coup, c'est très très dur, c'est très compliqué parce que par exemple quand Ron Perlman arrive, c'est une bouffée d'air frais dans le côté fin du monde. Alors que là, c'est genre, tout est mélangé et du coup, t'es jamais vraiment à fond dedans. Je pense qu'en fait, en tant que fan de trucs quoi. Je pense qu'ils sont tombés dans le fait. En plein milieu de l'écriture du film, rapport à ce fameux mème utilisé, ils ont vu ah merde, qu'est-ce qui marche en ce moment? C'est les vannes en mode Marvel, en mode Marvel, bah vas-y on en met plein. Et ça en fait ça bousille un film. Parce que si à la base t'es en mode ok fin du monde, rajouter des vannes c'est bien à certains moments clés. Mais malgré tout si t'es quand même en fin du monde, ah là c'est moche. Parce qu'en fait là c'est pas fait avec goût. Comme je te disais en sortant, les très nombreuses tentatives d'humour en mode Marvel,
ça tombe à plat. Alors que quand tu regardes un Marvel, tu te marres à chaque fois. Et surtout, tombe au très mauvais moment. Et du coup, c'est ça le problème, c'est que la promesse de Pacific Rim, même s'il n'était pas parfait, c'était d'avoir un film avec des robots fucking géants, un peu sérieux. Genre en mode c'est du cinéma, c'est vraiment voilà, c'est une vraie histoire, et puis c'est une vraie menace, et puis la personne, on se pose la question, qu'est-ce que ça fait à quelqu'un de piloter un robot géant et tout, et la responsabilité de porter ça sur ses épaules, de la même façon, un thème qui est dans Evangelion. Et là en fait, genre ce qu'ils ont retenu du 1 quand ils ont fait le 2, c'est genre il y a des robots géants, on peut vendre des figurines, donc on fait des monstres plus stylés. Moi je les achèterais pas ces figurines là, hein, d'autant, enfin même s'ils les faisaient en gunpla, jamais de la live je m'achète un Jaeger. Enfin, en plus ils ont des noms trop débiles. Gypsy Danger. Gypsy Avenger, c'est presque le plus beau, mais en même temps il est pas très beau. Ouais, enfin. Les autres, c'est l'équipe B. Gypsy Danger, le Vengeur Gitan, excuse-moi. Tu traduis en français, c'est nul à chier quand même. Hein. Effectivement. Bref, voilà, du coup. Mais moi j'ai bien aimé quand même. Ma note finale de Pacific Rim 2, c'est Transformers 4.5 et Evangelion raté sur 20. Moi, la note pour moi, c'est, parce qu'il est producteur, c'est John Boyega qui a kiffé un film en 2014, et depuis qu'il est devenu célèbre, il s'est dit tiens, je vais refaire ça, et il a fait comme il a pu. Moi j'ai bien aimé quand même. Tout de suite, Ready Player One. Alors là, les mecs, attention, c'est un film. Il est dit sur internet qu'on ne fera jamais mieux cette année et que il est inutile d'essayer de faire mieux. Sponsorisé par Warner Bros. Salut Victor. Non, parce que c'est notre pote quand même. Mais oui. Mais bon, bref, du coup, moi je suis pas du tout d'accord avec cet avis. On va y revenir tout de suite. Ready Player One de Steven Spielberg. Déjà, on dit déjà que c'est le meilleur Spielberg. Bref. Un film donc qui raconte l'histoire des Spy Kids qui découvrent VRChat, et c'est un espèce de... Tu l'as déjà dit en un tweet ça, mec. Mais ouais, mais mon tweet franchement résume bien ma pensée. J'avais énormément d'opinions sur... Mais c'est vrai qu'effectivement le fait que n'importe qui peut être Tracer ou peut être Freddy Krueger... Ouais. Et ça donne ce côté-là. Et l'une des tristesses de Ready Player One, notamment, mais après on va passer sur les bons points, je vous le jure, c'est que 90% des visuels de ce film sont donc inspirés de vraies licences qu'on connaît, etc. Les 10% restants sont dégueulasses. Les personnages principaux de Ready Player One sont des rejets de la série Reboot qui a 30 ans, qui a 25 ans. On se souviendra du très très gros bad buzz qui a été fait avec les fausses affiches dégueulasses, les fausses affiches qui parodiaient des vrais films. Ah ouais, non, mais ils auraient dû éviter de faire ça parce que c'est super moche. Moi, l'héroïne qui a l'air d'être échappée des Minimoys, ça me fait mal au cœur. Hein. Alors, moi je le dis tout de suite, j'ai bien aimé le film. Mais effectivement, j'ai failli le dire, j'ai dit putain mais c'est Mylène Farmer dans les Minimoys. Ah ouais, non, c'est affreux. Bref, les bons points de Ready Player One, parce que voilà, sur 2h20, il y a quand même à boire et à manger, il y a quand même pas tout acheté, loin de là, hein, je suis pas en train de défoncer le film juste gratuitement. Il y a quand même de très très bonnes choses. J'aurais beaucoup plus de bons points à dire que toi, parce que toi, manifestement, tu n'as pas tellement aimé le film. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Assez révolté. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Tout de même. Donc, il y en a quand même, voilà, d'authentiques morceaux de bravoure, faut quand même bien le dire, notamment sur la course, la scène de la course et la scène de bataille finale, qui envoie quand même pas mal le pâté. Gros fan service, mais en même temps presque bien utilisé. C'est le moment où le film a plus de goût. Et c'est vrai, et je dois bien dire que finalement, quand je pensais que le film, parce que c'est vrai que le gros produit d'appel, c'est le côté geek porn à outrance. Et finalement, le film, même s'il s'en sert beaucoup de support, c'est pas une fin non plus en soi. Et je rajouterais aussi qu'il y a une thématique très intéressante sur le terme, sur l'auteur, en fait, sur un auteur et son œuvre, et en fait comment il transmet sa culture à travers son œuvre, son héritage, et voilà, et un gros respect sur les créateurs, notamment de jeux vidéo, qu'on ressent bien de la part de Steven Spielberg. Je vais m'arrêter là. Alors, moi ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est déjà la musique d'Alan Silvestri, qui est quand même qui arrive à faire des références à ses propres créations, et du coup elle est nouvelle tout en te disant ah tiens, un petit coup de Retour vers le futur, ah tiens, un petit coup de... Putain, on dirait du Roger Rabbit. Enfin, ça fait plaisir de le réentendre, parce que bon, je sais pas où est-ce qu'on l'entend beaucoup, mais on a grandi avec, et Dieu sait que les musiques, autant on peut les voir dans les films, mais on peut aussi se les réécouter, et c'est bien dans un film de 2018 de pas se retaper un Hans Zimmer, un Michel Giacchino, un Ramin Djawadi, tout ça. Ce que j'ai bien aimé, c'est le côté comment dirais-je,
ça je le disais en un tweet, le côté épisode de Black Mirror qui se termine bien. C'est-à-dire que pour une fois, on a un réalisateur d'un certain âge, Spielberg, il doit avoir la 70aine bientôt, et il ne considère pas que la réalité virtuelle, c'est oh là là mon dieu, la réalité virtuelle, vous n'avez plus d'amis, oh mon dieu, vous... Voilà, ça fait quand même plaisir parce que, et d'ailleurs, Dieu sait qu'il l'a peut-être déjà fait dans un précédent film, je crois, bon bref, ça c'est très très bien. Les différentes licences sont utilisées, et d'ailleurs quand tu vois la bande-annonce, tu te dis mais putain, mais pourquoi il y a Tracer, pourquoi il y a machin, pourquoi il y a Freddy Krueger. Finalement c'est plus du décor. C'est plus du décor, et c'est limite je dirais une porte ouverte laissée à tout un geek porn qui fait plutôt plaisir, c'est-à-dire que c'est intéressant à voir. Ce que j'ai apprécié aussi, c'était un certain acteur que j'aime bien, en l'occurrence Simon Pegg, qui je trouve joue un rôle plutôt cool, même s'il aurait mérité d'être là plus souvent. Donc du coup, ça fait que parmi tous les acteurs, il y a lui que j'apprécie beaucoup, parce qu'il m'est super, vraiment sympathique quoi. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à ce que j'ai aimé dans ce film? Donc comme je disais, il y a des morceaux de bravoure, il y a des... Ah oui, le personnage d'Irox qui m'a fait hurler de rire, joué par T.J. Miller. Pas moi, mais ok. Mais vas-y, alors, genre, je sais que toi t'as kiffé. Ce me permet de dire quand même que T.J. Miller, il m'énerve dans Silicon Valley. Vous savez, c'est le gars avec les cheveux longs et la barbe, qui fout la merde chaque fois. Et là, chaque fois qu'il y a un truc, contrairement à Pacific Rim 2, les tentatives d'humour Marvel dans Ready Player One sont assumées et sont réussies. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un truc qui est dit, c'est drôle. C'est-à-dire alors, ça va aujourd'hui? Ah, je sais pas, j'ai comme un espèce de canal carpien de... Ça m'a fait vraiment super rigoler. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi? Après voilà, il y a un truc qu'on va pas spoiler, mais il y a une espèce de visite 3D au sein d'un décor de film très célèbre. Ah oui, alors ça c'était super bien fait. C'est plutôt bien réussi, y compris en termes d'imagerie, parce que du coup toute la colorimétrie du film change et tout. Et le grain aussi. Tout le grain très virtuel du film, parce que putain par contre... et genre, se dire que ça c'est de l'image de synthèse. Ouais, mais faut quand même... Parce que pour le film, soyez prévenus, c'est un film d'animation. Hein. Genre 20%, il y a que 20% du film qui est en live action, et c'est pas les meilleurs 20%. Oui. D'ailleurs, c'est ça qui me rend triste, c'est que les acteurs du film, se dire que tout ce qu'ils ont vécu, eux, c'était que de la mocap et d'être sur des fonds verts, des fonds bleus, ça me rend un peu triste, parce que nous, on voit des films géniaux, tu sais, genre les Star Wars et tout ça, et eux, en fait, ils sont que sur des fonds bleus, des grands aplats de 95 mètres carrés sur le corps et tout, et eux ils vivent pas le truc comme on a vécu, donc en fait limite c'était plus dur pour eux que pour nous quoi. Ouais, non mais je vois ce que tu veux dire, mais j'en ai fini sur ce que j'ai bien aimé, peut-être qu'il y a d'autres trucs que j'ai bien aimé qui vont me revenir, mais là... Parce que Ready Player One n'est absolument pas le Messi annoncé, et je vais même aller plus loin. Il y a des films qui ont fait en fait finalement un petit peu ce que voulait faire Ready Player One, que ce soit aussi bien sur la thématique de la réalité virtuelle ou du monde virtuel bien sûr, du jeu vidéo. Ou du jeu vidéo ou de la pop culture à outrance. Je vais vous en citer 2-3. Je vais vous citer Tron, je vais vous citer Avalon, je vais vous citer la grande Lego Aventure. Oui, avec des références de malades. Des références de malades à l'infini. Il y a les Tortues Ninja, il y a presque les mêmes références. Qui en plus comment dirais-je, qui en plus s'expliquait par le fait que Lego possède toutes ces références-là. Et utilise vraiment très bien la licence Batman, etc., Star Wars et tout, dans des trucs à la fois hilarants, mais en même temps une vraie belle histoire sur la création, etc. Donc en fait, genre, et qui surprend vraiment. Et c'est un film infiniment supérieur à Ready Player One, et je vais même aller plus loin. Et là, je vais faire rager un peu de monde, et c'est même pas du troll. Le film Emoji, que toi t'as vu, parce qu'en fait beaucoup de gens trashent le film des emojis. Mais ils l'ont pas vu. Moi je l'ai vu avec mon fils. Parce que le film Emoji, c'est l'histoire d'un emoji handicapé qui cherche sa place dans le monde, et qui du coup se balade dans le monde des applications. Qui d'ailleurs est doublé encore par ce T.J. Miller. Ah ouais. Voilà. Comme quoi le monde est petit. Et du coup, il se balade dans le monde des applications, et du coup, tu te retrouves avec l'application Facebook, Just Dance, machin, etc. Il y a une scène qui est franchement très élégante dans le monde d'Instagram, avec les parents qui se rabibochent et tout, et c'est assez... Elle est très bien faite. C'est une scène très très bien faite. Je comprends pas toute la hate autour du film. Alors voilà, non mais je comprends que ce soit con et assez révoltant de se dire putain, ils ont réussi à foutre du pognon dans un film qui s'appelle le film Emoji. Mais n'empêche qu'ils réutilisent la pop culture, les références communes, au service d'une histoire basée sur la vie virtuelle et sa place dans le monde, etc. Bref. Et attends, juste un truc, avec, on va le spoiler parce que personne l'a vu, le même Pineapple Pen qui
à ce moment-là, beaucoup mieux utilisé, date de la même époque que par rapport à Pacific Rim qui utilise un truc super vieux, putain. Beaucoup mieux utilisé que Pacific Rim en mode cliché dégueulasse en plus. Voilà. Du coup, donc Ready Player One. Donc maintenant qu'on a cité plein de films, si vous êtes saucé par Ready Player One, il n'y a pas de raison que vous aimiez pas ces films. Hein. Et même le film Emoji, ça je le maintiens vraiment. D'autant qu'en plus vous pouvez le télécharger. Sans dire que c'est un chef-d'œuvre. Sans dire que c'est un chef-d'œuvre. Hein. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Il fait son taf. Il fait son taf. C'est le Lego Movie d'un téléphone. Parce que par contre, Ready Player One. On va dire épluché de son emballage, épluché de son côté pop culture, les références qui pourtant, là, je vous assure que les références, elles sont faites sur mesure pour quelqu'un comme moi. Alors, d'ailleurs, c'est le genre de film à posséder en DVD pour mettre sur pause et pour dire attends, parce que là, sur cette frame-là, il y a un machin, il y a Kratos. Je sais pas si c'est vrai. Non, il y a Mortal Kombat, il y a Street Fighter. À un moment, il y a un poster de retour la meuf elle sort un gun, c'est alors qu'il y a déjà une. Voilà. Bon. Il y a un mélange entre Mortal Kombat et Alien dedans, etc. Bref, non, mais il y a vraiment tout ce qu'il faut pour me lustrer la bite. Tout à fait. Totalement. Par contre, voilà, épluché de tout ça, le film est un sous-trône. Même Matrix en fait. Et même un peu Matrix. Non mais parce que Tron, il y a vraiment le côté genre le marketing, machin, on veut tout automatiser, on veut prendre le contrôle du monde virtuel, gna gna gna, les créateurs, un rapport avec les programmes, bref, c'est plus ou moins la même chose. Oui, Matrix aussi quand même. Oui, non mais je vois ce que tu veux dire, mais c'est Reloaded. Ouais, non, je vois ce que tu veux dire. Non, bien sûr. Mais par contre, là où vraiment, genre, je me suis tapé la tête, et pourtant j'étais très bon client, même si, parce que il y a le côté dystopique quand même, avec le fait que les gens vivent dans des caravanes dégueulasses. Mais en même temps, ça m'a fait penser à des avant-postes de Far Cry 5. Mais en même temps, dans la diégèse du film, il te laisse penser que genre les autres compagnies, en fait que les compagnies qui ont la main mise sur le virtuel sont toutes puissantes et presque peuvent agir en toute impunité. Oui. Alors t'as l'impression qu'il y a qu'une seule compagnie dans cette planète, quoi. Alors que et je t'assure que quand un moment la police arrive, bon c'est pas vraiment un spoil, mais quand la police arrive dans le champ. Ça paraît presque absurde tellement pour moi le fait d'être confronté au fait qu'il y a vraiment des flics et tout avec genre en plus avec genre pas des flics du futur ou quoi que ce soit, il y a juste des flics dans des bagnoles normales qui patrouillent normalement et qui arrêtent les gens qui commettent des crimes. Alors c'est presque surprenant. Alors que depuis 2h30 t'as l'impression que genre il y a aucune échappatoire, il y a pas de loi, tu vois. Et du coup ça c'est un gros souci du film et parce que je suis désolé quand on vend, parce que le film il a ce côté popcorn assumé, mais il a aussi ce côté science-fiction, et science-fiction un peu sérieuse, et même un peu anticipation, etc. Oui, d'ailleurs, très très badante, parce qu'au début, il commence à dire oui, après... Ouais, la vie c'est de la merde, donc les gens maintenant, ils vivent juste... il y a eu la guerre de la bande passante et tout, donc en fait, t'es en mode, il t'explique que c'est chaud, quoi. Les gens peuvent pas bien manger, etc. Et pourtant, et voilà, et du coup, il y a cette espèce de truc, moi, déjà, ça m'a foutu bizarre que, en fait, le film prend pas au sérieux sa propre science-fiction, et un autre... problème que j'ai avec ça, un autre exemple, c'est les gens qui font de la VR dans la rue là, au milieu des bagnoles et tout qui passent, et les gens sont en train, c'est pas de la VR sur tapis roulant. Il y a un conflit mondial à un moment, et du coup toute la planète est en train de jouer au jeu, à ce conflit, est en train de se battre, mais c'est genre là tu vas au bord de la rue, tu mets des lunettes, tu mets ton HTC Vive et tu commences à courir, à traverser la rue, à gesticuler comme un fou, et alors mais parce que techniquement dans ce film y a plein de morts à la fin, les gens devraient être morts écrasés, s'être tués, tombés de leur cheveux. Déjà toi quand t'as testé ton Vive, il y a eu un moment où t'as donné un coup dans un mur. Effectivement. Me dis pas que les gens dans la rue ils peuvent pas se prendre un parc-mètre ou une connerie comme ça, tu vois. En termes de SF, soit t'es sérieux et au début ils essaient de l'être, mais en t'expliquant vraiment genre mais maintenant les gens ils ont tous un tapis roulant, et en fait t'expliques que non, il y a des gens ils foutent le bordel dans leur salle à manger pendant qu'ils jouent, et il y a même des gens genre qui sont dans la rue en train d'attendre le bus mais ils sont quand même en train de gesticuler et de manquer d'éborgner les voisins. Ça ne veut rien dire. D'autant que je suis presque surpris qu'il n'y ait pas des gens qui soient contre tout ça. Genre, là tu vois, tout le monde de 7 à 77 ans a un putain de casque VR. M'étonne pas qu'il n'y ait pas... Enfin, ça m'étonne qu'il n'y ait pas quand même des espèces de gens anarchistes en mode non, la VR, j'aime pas ça. Enfin, ça peut exister. Parce que derrière, il te montre au tout début un plan avec un salaryman qui joue tout seul au milieu d'une société, alors qu'il t'explique littéralement que ça sert plus à rien d'aller au bureau. Tu vois voilà. Genre, et pourtant, il y a quand même des bureaux avec des gens, genre, en termes de... Alors, et pourtant, à Spielberg, c'est Minority Report, qui est un film pour lequel l'anticipation était extrêmement bien préparée. Donc ça sort pas de mon cul, cette critique, si tu veux. Et donc, un film qui date
aussi d'il y a 15 ans. Autre facilité de scénario, et par exemple, un parallèle avec Pacific Rim 2, c'est que la menace est mondiale, il pourrait littéralement être n'importe où, tous les acteurs du film, pourtant, ils habitent tous dans le même patelin. On habite tous en Ohio, Columbus, Ohio. Ah mais les méchants, ils sont juste à côté. Ce qui est très pratique pour les méchants, justement, parce que pour dépêcher une équipe d'assassins et tout le bordel, ah oui, là, c'est plus facile quand il suffit de descendre les poubelles, quoi. Et justement, dans Pacific Rim 2, c'est aussi un souci, parce que, oh là là, les méchants, ils vont arriver au Japon dans combien d'heures? 48 heures, bon ça va. Alors que là, disons, putain. Ouais, non, là, déjà, sortez là, et autre facilité de scénario, hein, c'est le truc, ce fameux putain de héros, les héros sont à chier. Surtout. Je sais plus dans quoi je l'ai vu, c'est pas le héros des nouveaux Fantastic Four là? On dirait une hémorroïde, déjà le héros. Mais c'est surtout. Non, mais c'est surtout. En fait, il y a un moment, il y a un passage pivot quand même dans le film, qui est le passage de la romance. Ouais. Et là, ça va à 1000 à l'heure. Oui, c'est très bizarre. Tous les clichés en mode genre putain, j'ai du pot et en plus je suis pas gay, c'est génial, quelle bonne nouvelle. Genre comme par hasard. Alors et surtout. Et encore une fois, un problème pour moi de diégèse, de science-fiction, etc. Un truc très con. Il t'explique que le mec, il a littéralement grandi dans un monde virtuel online où l'anonymat est roi, etc. Et là, juste parce que il tombe amoureux, en gros. Enfin bon, il tombe amoureux de l'héroïne. Hein, c'est pas vraiment un spoiler. Ça. C'est très surprenant. .jpg. C'est très surprenant. .jpg. Et du coup, il oublie toute son éducation par rapport au monde virtuel. Il fout tous les trucs de sécurité. Et à cause de ça, l'histoire avance parce que du coup, les méchants, ils peuvent le retrouver et tout ça. Donc tu te dis, mais s'il avait juste gardé des simples réflexes de en mode une étiquette française, c'est comme si là genre quelqu'un me disait en commentaire Benzaï, je te tuce la bite si tu m'envoies ton numéro de carte de crédit, je serais là, oh bah dis donc c'est pratique. Oh là là, voilà. C'est totalement stupide. Ça fait très bizarre. C'est tellement stupide d'utiliser ça comme mécanisme de scénaristique. D'autant que tu vas pas me dire qu'à leur époque il y a pas de spam, il y a pas de scam. D'autant que à un moment le gars de 101, c'est ça. Il montre que il veut mettre tout un tas de pop-up sur les écrans des gens. Dedans, donc ça prouve quand même malgré tout qu'il y a un côté un peu malware, un côté un peu et que c'est possible. Et surtout, enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Mal intentionné quoi. Voilà. Aujourd'hui, même un gamin de 12 ans qui va sur VRChat, il va pas donner le mot de passe PayPal de ses darons. Et pourtant là, le héros est un abruti fini, mais en même temps, il a du pot d'être le héros de cette histoire-là parce que du coup, en fait, tout se passe bien pour lui. Il a toutes les références de tout. Il est très heureux de pas finir puceau. Du coup, il prend des décisions totalement égoïstes au nom du fait que lui, il n'est pas puceau. J'ai pas envie de spoiler le final, mais c'est totalement ridicule. Parce que c'est totalement ridicule. Ça rentre dans le cadre d'un film Spielberg qui se déroule bien. Et surtout, voilà, le problème c'est un espèce de finale en mode genre guimauve et gnangnan et même neuneux, c'est-à-dire genre les gens finissent par faire des grosses grimaces et puis faire et puis ferme ta gueule, tiens je te mets un pain, c'est rigolo et tout genre. Et pourtant la veille de ce climax, il y a un événement hyper dramatique qui arrive et qui est expédié comme ça, et c'est-à-dire en fait que même les personnages s'en foutent totalement de l'intrigue et tout, et du monde réel dans lequel ils vivent. Et pour moi, c'est un gros problème pour croire à cette franchise et à cette que j'aimerais dire, parce que là, je pense que notre enregistrement dure un peu long. Ce qui m'énerve, moi, avec les ricains, c'est qu'il faut qu'ils arrêtent de se toucher sur l'Atari 2600, parce que la console, elle est horrible, elle est moche. Ah oui, les jeux sont pourris. Et en plus... ils se rendent pas compte que c'est quand même la console qui a conduit au crash des consoles. J'aurais préféré qu'ils fassent plus de références à la NES, qui est quand même bien plus logique, parce que là, ça m'aurait pas... Générationnellement, c'est plus cohérent l'Atari 2600 pour le créateur que la NES. Oui. Sachant que les trivia sur l'Atari 2600 sont intéressants et servent vraiment l'histoire. Et là, pour le coup, ça, c'est un bon point. Ouais, mais je trouve quand même qu'à un moment, ils peuvent adapter un truc. Ah bah c'est de la merde, hein, on est d'accord. Parce que, je sais pas, enfin, moi je trouve quand même que parler autant de cette console qui pourtant, je le redis, a mené au crash des consoles. Mais c'est en même temps aussi la première console. Ouais, mais j'aime pas. Enfin, la première console, ça m'a gêné. D'une certaine manière. Du coup, c'est quand même un truc que toi t'aimes bien, même si à ce niveau-là, ça me va, je suis client. Le film se transforme un peu en fond de l'affaire pour un avis, quoi. Genre, ah oui, vous savez que dans tel jeu, à un moment, tu fais au bas gauche-droite et puis après, t'as les vies. Enfin, vraiment, pour revenir, toutes les scènes live dans la corporation méchante, etc., c'est d'une débilité, mais affligeante. Genre, c'est simple, Tron est un film avec... globalement, en fait, les mêmes enjeux de mise en scène, genre en fait, il y a du virtuel, il y a du réel, etc. Ça se répond, ça interagit, etc. Qui est fait avec énormément plus d'élégance et de mesure
que ce Ready Player One, ou même dans les scènes live, la caméra est tellement en train de s'envoler comme si on était encore en 3D, que du coup, en fait, on n'y croit pas. Pour moi, ça, en fait, ça crée un décalage, parce que c'est pas parce que même pendant les performances capture, c'est pas parce que ta caméra peut voler comme si c'était un truc en mode spectateur dans un FPS que ça fait une bonne mise en scène ou que ça donne du poids à l'action. Bien heureusement, voilà. La scène qui aurait pu être le climax, qui était quand même, on va dire, le ticket du film, est quand même réussi, est mis en scène avec beaucoup de clarté, c'est assez satisfaisant, il y a du fanservice à gogo, mais par contre, c'est tout ça au service d'une histoire qui est quand même globalement, et vraiment je pèse mes mots, crétine. Alors, j'ai lu beaucoup de gens sur Twitter qui ont lu le livre et qui du coup n'attendaient pas grand chose du film. Je pense que le livre, pour une fois, est moins bien que le bouquin. Je pense que pour une fois le livre est moins bien que le film, parce que la maestria de Spielberg, la musique de Silvestri, les effets spéciaux qui sont, y a rien à redire au niveau de l'image, c'est quand même magnifique quoi. Donc après moi j'ai vraiment un problème avec les designs, hein. C'est produit du feu de Dieu. À la rigueur, dis-toi que ça c'est juste le mauvais goût des personnages. Genre que chacun a un mauvais goût, mais t'as Tracer. T'as un Gundam. Ouais, voilà. Non, mais ça c'est cool. Ah, mais les personnages qui sont faits si dans d'autres franchises à succès, y a pas de problème. Par contre, me dites pas que vous avez envie de vous acheter des figurines, des nouveaux persos, parce que ça, c'est vraiment... D'autant que, hideux, quoi. C'est quoi ce nom-là, Parzival? C'est moche. On dirait un Bref, Ready Player One, je lui donne le nom de Spy Kids sur VRChat sur 20, c'est ma note finale. Moi, ma note finale, c'est épisode de Black Mirror qui se termine bien et qui dure 2 heures. Saison finale de Black Mirror. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette double critique avec Ganesh. Promis, rentrez de suite, j'essaie de faire un setup et de vous parler d'autres films. Mais bon, là, vous avez vu que ça urgeait, il y avait beaucoup de sorties. On se retrouve à Polymanga très vite. Des bisous à tous. Bye bye. À bientôt.